Et on retrouve Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Alors vous étiez récemment en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de ce voyage ? Écoutez, j'ai passé, si je puis dire, le week-end. C'est pas un endroit où on passe les week-ends d'habitude, mais avec Pascale Pierrat, qui est collègue comme moi, puisqu'elle est députée au Parlement européen. Et collègue sur Radio Courtoisie, puisque voilà, c'est une de nos chroniqueuses. J'étais avec elle à Banja Luka, capitale de la Republika Srpska, c'est-à-dire cette partie de la Bosnie-Herzégovine où, à l'heure actuelle, les tensions montent. Qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, la Bosnie-Herzégovine est issue des accords de Dayton en 1995. Les accords de Dayton qui ont mis fin aux guerres dans l'ex-Yougoslavie ont créé cet État d'aujourd'hui, mais avec deux entités autonomes qui sont la Republika Srpska, comme son nom l'indique, la République serbe, et de l'autre, la République de Bosnie, essentiellement et uniquement d'ailleurs habitée de Bosniaques, c'est-à-dire de musulmans et de Croates. Et la coexistence entre les deux est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la Bosnie-Herzégovine a un statut que peu de gens connaissent. Est-ce que vous imaginez qu'au XXIe siècle, vous avez toujours un État en Europe qui est administré par une sorte de gouverneur des colonies qu'il dirige. Ce n'est pas une blague, puisque en réalité, la Bosnie-Herzégovine, depuis 1995, on a des gouvernements dans les deux entités indépendantes de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et l'autre partie, mais en réalité, on a on a un haut représentant qui est nommé au départ à la fois par l'ONU et par l'Union européenne, désormais quasiment plus que par l'Union européenne, et qui en réalité chapeaute, administre et arbitre ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Imaginez, je dis n'importe quoi, qu'on ait un Portugais pour arbitrer les conflits en France, ou que la reine d'Angleterre, soit, soit hongroise. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. En plus, dans ces hauts représentants qui succèdent, pour la petite histoire, on en est déjà 2 Allemands, 2 Autrichiens. Quand on sait que la Deuxième Guerre mondiale dans l'ex-Yougoslavie a été particulièrement douloureuse. C'est d'ailleurs quasiment le seul pays qui s'est libéré tout seul, sans l'armée américaine, sans l'armée rouge, mais avec des massacres que je vous laisse deviner. Le fait de nommer une sorte de gouverneur allemand passe quand même très mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à présent, ces deux entités cohabitaient, mais de plus en plus difficilement. En effet, 30 ans après cet accord, on continue à avoir ce statut-là. Au début, l'accord, tout le monde y était favorable. Il permettait la paix. Mais ça devait évoluer très vite. Je vous rappelle que la France et l'Allemagne se sont fait la guerre en 1945, 10 ans ou une dizaine d'années après, l'Union européenne naissait. Là, on est à 30 ans après. Et donc, ce que demandent désormais les Serbes de Bosnie, c'est tout simplement de pouvoir choisir leur avenir. Et là, on a quelque chose qui se passe, qui devient une habitude dans l'Union européenne, c'est que ce haut représentant, alors qu'aucun pouvoir lui permet, a décidé de traîner le président de la Republika Srpska, élu démocratiquement en justice, lui a fait mettre 1 an de prison. Et on est dans une sorte de climat dans ce pays dont peu de gens parlent, mais qui pourrait très rapidement dégénérer. Pourquoi je dis ça ? Puisqu'en plus, ces derniers jours, il y a eu un accord militaire entre la partie de la République de Bosnie-Herzégovine contrôlée par les musulmans et les Croates, mais surtout les musulmans, soyons clairs, qui ont signé un accord avec le Kosovo et l'Albanie. Les Serbes de Republika Srpska s'apprêtent à signer un accord avec la Hongrie et la Serbie. Et donc, tout se met en place pour que éventuellement cela dégénère. Je rajoute qu'un mandat d'arrêt a été lancé par ce fameux haut représentant allemand contre le président de la République, contre le président de l'Assemblée, contre le Premier ministre, tous élus démocratiquement. Bref, on a un climat de tension extrême qui peut dégénérer, et surtout on arrive à la fin d'un processus, c'est ma conclusion, c'est que 30 ans après les accords de Dayton, on ne peut pas forcer en Europe des gens à vivre sous protectorat de l'Union européenne, où un Allemand dit ce qu'il faut faire aux Bosniaques en cas de conflit. Ça ne marche plus. Et ce que demandent les Serbes de Bosnie, c'est très simple, c'est de choisir eux-mêmes leur avenir et de pouvoir faire un référendum. Ça a été ce qui s'est passé il y a quelques années en Monténégro.
C'est quelque chose qu'on peut assez facilement comprendre. On va continuer à suivre d'ailleurs ce dossier, Thierry Mariani. C'est vrai qu'on en entend assez peu parler en France. Autre sujet que vous vouliez aborder ce matin, cette semaine a eu lieu la présentation du livre blanc de la Défense. Alors pourquoi déjà ce livre blanc et puis qu'est-ce que ça a donné ? Alors, pourquoi ce livre blanc de la défense ? Puisque la défense, désormais, depuis que Trump est élu, c'est le grand sujet. Ça devient une maladie, vous savez, dans l'Union européenne, de présenter des grands plans. C'est son côté un peu socialiste soviétique. Déjà, au lendemain du 21 mars 2022, c'est-à-dire au lendemain du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, on avait fait une boussole stratégique. L'Union européenne avait réfléchi et avait fait un grand plan pour expliquer désormais là où on devait aller vers une indépendance, etc. 3 ans après, bien sûr, ce plan est resté un rapport de plus et on a fait en 4e vitesse un livre blanc désormais pour justement la défense de l'Union européenne. Alors, plusieurs remarques. D'abord, ce livre blanc, je le répète, et une fois de plus, mais c'est capital, là on ne parle pas de compétences sur les fruits et légumes, même si j'adore les fruits et légumes, on parle de la défense, c'est-à-dire en clair de la paix ou de la guerre. C'est pas de la compétence de l'Union européenne. Deuxièmement, à qui on a confié la compétence de ce sujet ? À un Lituanien, M. Kubilius. J'étais avec lui dans sa commission. Chaque syllabe de ces mots est faite pour essayer de prendre une revanche sur la Russie. Je pense qu'il a mal digéré de l'URSS, même si pourtant à une époque il en faisait partie. Et c'est donc un Lituanien qui est le responsable de la défense et qui est désormais chargé de concevoir cette défense. Et donc ce fameux livre blanc sur lequel je vais revenir. Pourquoi j'insiste sur son côté lituanien ? J'adore les Lituaniens, j'ai rien contre eux, mais il faut bien comprendre que l'Europe des 27 a désormais, pour diriger sa politique étrangère, une Estonienne, Madame Kaja Kallas. Là aussi, je n'ai rien contre elle, et un Lituanien, Monsieur Kubilius. Savez-vous, ces deux pays, l'Estonie finance à 0,34% l'Union européenne, la Lituanie à 0,33% l'Union européenne, c'est-à-dire que toute notre politique étrangère et la défense, qui en est un peu un corollaire, sont confiées à des représentants de deux pays qui représentent même pas 1% des financements de l'Union européenne. Moi, ce qui m'inquiète dans cette Union européenne, c'est qu'il y a toujours ceux qui payent, c'est-à-dire une petite dizaine d'États, dont la France, je le rappelle, qui paye 18% des dépenses de l'Union européenne. On est le deuxième contributeur. Les Allemands, c'est 22%. Et puis des pays qui ont des parts dans les décisions très importantes, mais qui financent rien. Voilà. Je rappelle par exemple un exemple très récent. L'Union européenne vient de décider de donner 2,5 milliards au nouveau gouvernement syrien. Eh bien, chaque Français qui m'écoute doit être très fier, puisque comme sachant qu'on en paye 18,6%, c'est plus de 400 millions d'euros qui seront donnés à ce nouveau gouvernement syrien indirectement par les Français. On est content de payer des impôts. Oui, mais c'est surtout qu'on est content que tout ça parte n'importe où. Ouais, oui. Alors, je reviens à ce livre blanc de la défense parce que qu'est-ce qui est extrêmement grave ? 23 pages. Il est très lisible. Chacun de vous peut le découvrir. En plus, il est traduit. Mais c'est surtout 23 pages où il y a en tout 2 lignes sur l'Afrique et l'immigration. C'est-à-dire qu'on a désormais une défense et une politique étrangère qui s'intéresse que à nos rapports avec la Russie. Et quand je dis qui s'intéresse, qui n'a comme seule obsession nos rapports avec la Russie, voilà. Et alors, on peut comprendre de la part d'Estoniens ou de Lituaniens parce qu'ils ont été marqués par l'histoire et la géographie ne changera pas leurs voisins, mais que toute l'Europe embraye ce discours. Que M. Macron nous explique désormais quasiment nuit et jour que la Russie est un danger existentiel et qu'il faut préparer une nouvelle guerre et sacrifier bientôt des pans entiers du budget de la France pour ça. Tout ça fait que ce fameux livre blanc, c'est un peu tôt encore pour voir quelle suite il lui sera donné, mais est en réalité un plan uniquement de l'Union européenne pour continuer cet affrontement à l'est de l'Europe et oublie toute une partie de l'Union européenne, dont les pays méditerranéens. La crise migratoire, ça n'existe pas. L'Afrique, on ne représente visiblement rien sur la carte du monde pour ces gens-là. Bienvenue dans l'Union européenne. Ben oui, bienvenue. Merci Thierry Mariani pour cette chronique. Vous vouliez aussi nous parler du Rwanda, mais
On en reparlera, je suppose, donc la semaine prochaine, parce que pareil, là aussi, il y a quand même des sujets importants. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et puis à la semaine prochaine, même jour, même heure.